La parole est à Monsieur Gérard Cherpion, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président. Bien. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, déjà en pleine forme ce matin, je le constate, mes chers collègues, notre Président Christian Jacob et le groupe des Républicains ont décidé de déposer et mettre en débat cette proposition de loi visant à supprimer les freins au développement des entreprises. Ce n'est une surprise pour personne, le climat économique de notre pays n'est pas au beau fixe. Après que le Président de la République annonce la reprise depuis 3 ans, elle pointe timidement le bout de son nez. Selon le gouvernement, la croissance sera de 1% en 2015 et de 1,5% en 2016. Ces prévisions semblent être atteignables, même si l'OCDE a déjà baissé ses prévisions pour notre pays. Il est sûr en tout cas que cette croissance n'est pas suffisante pour relancer notre pays et surtout la création d'emplois. L'emploi, justement, est le premier souci, le premier objectif poursuivi par cette proposition de loi. C'est le premier objectif car c'est la première priorité des Français. Le travail est au centre de nos sociétés, au centre de la vie des Français. C'est le travail qui fournit les moyens de vivre, de se loger, de développer sa vie familiale, de se soigner en toute indépendance. Et ce sont les cotisations du travail qui permettent une politique sociale de redistribution. Ce que je viens de dire semble tomber sous le bon sens, mais il est toujours utile de le répéter. Il est d'autant plus utile de le répéter que le chômage continue chaque mois de progresser, battant ainsi des records dont personne ne peut se réjouir. Ainsi, le mois dernier, ce sont plus de 20 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, sans aucun travail, qui se sont inscrits à Pôle emploi. Notre pays compte dorénavant 5 726 300 demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues. C'est un triste record. L'inversion de la courbe du chômage, maintes fois répétée, n'est donc toujours pas d'actualité. Pourtant, tous les voyants sont au vert. Prix du pétrole bas, intervention des banques centrales, taux de change de l'euro équilibré, plan d'investissement de la Commission européenne, bonne croissance mondiale. Et malgré tout cela, notre économie ne redémarre pas. L'une des principales raisons est le manque de confiance des entreprises, mais aussi des investisseurs étrangers. Même si quelques avancées ont été faites depuis 1 an, j'y reviendrai, le climat n'est pas propice à la création d'emplois et nombre d'employeurs, sans lisibilité fiscale, sans lisibilité sociale, craignent de ne pouvoir assumer leurs responsabilités. En effet, je ne connais pas d'employeurs qui licencient par plaisir. Mais comme je l'ai dit, même s'il y a eu un changement de cap dans le verbe du gouvernement depuis 1 an, il n'a toujours pas été mis en action au sein de la majorité. Par ailleurs, un grand nombre de mesures prises depuis 2012 plombent la confiance des entreprises. C'est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains a décidé de présenter cette proposition de loi qui revient sur 7 de ces mesures. Notre groupe assume le fait que ce soit une proposition de loi de suppression de mesures. La raison est simple. Dès que l'opposition met la majorité devant ses responsabilités en faisant des propositions de bon sens, cette dernière fuit le débat. Je vais prendre seulement 2 exemples. Alors que nous avions présenté une proposition de loi avec 26 mesures l'an dernier, votre majorité a décidé d'adopter une motion de rejet, empêchant le débat. Ironie, certaines des mesures contenues par cette proposition ont ensuite été discrètement reprises et votées. Second exemple, notre groupe propose des amendements lors des différentes discussions de projets de loi, et ce, sans faire d'obstruction, comme il en était souvent le cas par le passé. Seuls un peu plus de 1% des amendements républicains ont été adoptés depuis 2012. Enfin, nous assumons également de revenir sur des mesures proposées par les partenaires sociaux. Ce n'est pas être contre les partenaires sociaux. Je n'ai d'ailleurs pas, je pense, à prouver l'attachement que j'ai pour le dialogue social et le respect que j'ai pour ces acteurs. La loi de juillet 2011 sur la sécurisation de l'emploi, contrat de sécurisation professionnelle, l'apprentissage, les stages, et qui porte mon nom, a été élaborée en partenariat avec les syndicats de salariés et les organisations patronales. De même, l'article L1 du Code du travail, fondement du dialogue social, est à mettre au crédit de Gérard Larcher. Mais il appartient aux représentants du peuple, à la démocratie parlementaire, de tracer un cap pour l'avenir du pays. La démocratie sociale, qui est nécessaire, prépare les décisions qui doivent ensuite être prises par la démocratie politique, seule responsable devant le peuple. Le Parlement ne saurait être le greffier des partenaires sociaux, notamment parce que le mandat impératif est interdit par la Constitution. L'article 1er propose de supprimer le compte de prévention de la pénibilité. Ce compte partait d'une bonne intention. La réforme des retraites de 2010 le prévoyait d'ailleurs, mais sur des critères médicaux.
Aujourd'hui, le dispositif est bien trop complexe, ainsi que le gouvernement l'a lui-même reconnu, en supprimant la fiche individuelle, impossible à remplir par les entreprises, et en limitant le nombre de critères. En 2030, le coût supporté par les entreprises s'élèverait à 2,5 milliards d'euros pour un montant de cotisation de 800 millions, soit un écart considérable. Il s'agit ni plus ni moins que de constituer à terme un nouveau régime spécial de retraite, ce qui va à contre-courant de ce qu'il faut faire. Ce compte se trouve désormais dissous, qui plus est, dans un compte personnel d'activité. Ces fluctuations incessantes sont cause d'une grande insécurité juridique et rendent notre système toujours plus complexe. Il nous semble que l'application des lois relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de la réforme des retraites de 2010, ainsi que du dispositif des carrières longues serait suffisante, moyennant quelques améliorations éventuelles, alors que le dispositif actuel ne fait que créer un frein à l'emploi. L'article 2 vise la suppression de la durée minimale hebdomadaire de 24 heures. Cette disposition résulte de l'accord national interprofessionnel ANI du 11 janvier 2013, et certains des signataires de l'accord ne cachent pas aujourd'hui leur regret. Elle constitue une barrière psychologique, alors que des dérogations existent déjà, notamment pour les étudiants de moins de 26 ans ou pour les métiers d'aide à domicile, où les plages de travail sont souvent courtes et réparties dans la journée, ce qui va d'ailleurs à l'encontre de ce qui avait été souhaité. L'article 3 tend à abroger plusieurs dispositions de la loi du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle, dite loi Florange, qui était en fait la traduction d'un engagement du candidat François Hollande. Force est de constater qu'elle n'a pas empêché les fermetures d'entreprises, qu'elle pose même plus de problèmes qu'elle n'en résout, comme je peux le constater dans ma région. De plus, elle constitue un obstacle psychologique aux investissements étrangers. L'article 4 tend à abroger certaines dispositions, notamment en matière d'information obligatoire des salariés, de la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, qui entrave la création d'entreprises de taille intermédiaire, ainsi d'ailleurs que le gouvernement l'a reconnu en revenant partiellement dessus dans la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, plus connue sous le nom de loi Macron. L'article 5 tend à supprimer la majoration de la part patronale de la contribution d'assurance chômage pour les contrats à durée déterminée de courte durée. Cette part, normalement fixée à 4%, tandis que la part salariale est de 2,4%, est en effet portée à 7% pour les contrats d'une durée égale à 1 mois, 5,5% pour ceux d'une durée comprise entre 1 et 3 mois, et 4,5% pour les contrats d'usage d'une durée inférieure ou égale à 3 mois. Certes, ces contrats présentent un risque de précarisation des salariés et nous ne contestons pas le principe, au demeurant retenu par l'ANI, déjà mentionné, d'une modulation des cotisations destinée à faire supporter par les employeurs le coût social de leurs décisions, mais il convient, pour que de telles mesures aient une chance de provoquer un recours punitif au contrat à durée indéterminée, de libérer les entreprises des charges financières et administratives qui pèsent sur elles. Par ailleurs, il ressort des données fournies par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, il indique que les recettes effectives sont de 70 millions d'euros au lieu des 257 millions espérés, soit une différence sans commune mesure avec la complexité engendrée par le dispositif. L'article 6 tend à lever les obstacles au financement de l'apprentissage créé par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui a restreint le nombre d'établissements éligibles au barème de la taxe d'apprentissage en fixant une liste limitative de catégories d'établissements susceptibles d'y prétendre. Certes, la régionalisation de la taxe a permis de renforcer les moyens des régions, passés de 1,529 milliard en 2012 à 1,653 milliard en 2015. Mais la part de la taxe dite barème a été quant à elle diminuée en 2015 d'environ 50 millions d'euros supplémentaires par rapport à son évolution tendancielle orientée à la baisse depuis 2011. Ont ainsi été exclus du financement les écoles et campus créés à l'initiative des entreprises, soit 1 400 établissements privés formant chaque année 450 000 étudiants, employant 37 800 formateurs. Cet état de fait, ainsi que l'a reconnu le Premier ministre, obère ce qui constitue une voie vers l'emploi. L'article 7, enfin, tend à supprimer le plafonnement du nombre de stagiaires dans les entreprises. Un décret a certes été pris la semaine dernière qui relève ce plafond de 10 à 15% de l'effectif d'une entreprise. Il me semble cependant que ce n'est pas une affaire de quota, mais de responsabilité du chef d'entreprise, à charge pour l'inspection du travail de contrôler les conventions de stage et leur respect. Cette mesure diminuera inévitablement le nombre total de stagiaires et induira une nouvelle insécurité juridique pour les entreprises, dont certaines prévoient déjà de ne plus prendre de stagiaires ou d'en prendre moins, alors que 1 600 000 conventions de stage sont signées
chaque année en toute légalité dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire. Madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi est une traduction du cri de secours lancé par les entreprises dans notre pays. Notre priorité doit être la libération des forces créatrices d'emplois. Tous nos efforts doivent se diriger vers cette priorité. C'est la raison pour laquelle je vous propose d'adopter cette proposition. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à Madame